Bonsoir et merci de regarder Al24 News. Bienvenue dans cette émission spéciale que nous consacrons ce soir à un discours provocateur, c'est le moins que l'on puisse dire, tenu hier par le président français Emmanuel Macron devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée. Un discours qualifié d'irresponsable par nombre de capitales et d'institutions africaines. Nous allons essayer d'en faire une lecture complète durant 1h30. Grâce et à l'aide de nos invités ici sur le plateau d'Al24 News, en l'occurrence Saïd Layachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également sur le plateau Ammar Dib, juge médiateur international à la Cour internationale de médiation et d'arbitrage. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on le disait, le président français a tenu des propos virulents à bien des égards à l'encontre de plusieurs pays africains. Il s'est notamment permis de critiquer la justice algérienne. Le gouvernement algérien a rejeté et condamné ces propos tenus par le président français, les qualifiant d'immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne. Le gouvernement algérien a rejeté et condamné les propos tenus par le président français Emmanuel Macron, les qualifiant d'immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne. Le gouvernement algérien a pris connaissance, avec beaucoup d'étonnement, des propos du président français concernant l'Algérie, qui déshonore avant tout celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et à la légère. Ces propos ne peuvent être que réprouvés, rejetés, condamnés pour ce qu'ils sont, une immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne algérienne. Ce que le président français présente indûment et faussement comme une affaire de liberté d'expression n'en est pas une au regard de la loi d'un État souverain et indépendant. Elle relève essentiellement d'une mise en cause de l'intégrité territoriale du pays, un délit punissable par la loi algérienne. Le discours d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Algérie a aussi déclenché la réaction du bureau de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement algérien. Ces propos constituent une odieuse ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie et une atteinte à sa souveraineté et sa dignité au sujet d'une affaire en cours d'examen conformément aux lois algériennes. Il s'agit d'une tentative flagrante de ternir l'image de l'Algérie et de ses institutions souveraines. L'Algérie, qui a souffert des pires exactions pendant la colonisation française, rejette catégoriquement toute ingérence étrangère et n'a de leçons à recevoir de personne en matière de droits de l'homme et de liberté. De tels agissements inacceptables pour l'ensemble du peuple algérien n'impactent en rien son parcours indépendant. Bien au contraire, ils ne font que renforcer sa détermination à protéger sa souveraineté et sa dignité. Nous appelons les autorités françaises à s'en tenir aux règles des relations internationales fondées sur le respect mutuel. Alors en plus de nos deux invités plateau, nous allons essayer de décrypter ce discours avec nos deux autres invités depuis Paris, en l'occurrence Bédis Khenissa, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous avons aussi depuis Paris Gamal Abina, analyste des questions internationales et politiques. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, tout d'abord, je me dirige vers vous, Saïd Layachi. On l'a vu, ingérence, atteinte à la souveraineté et à la dignité de l'Algérie, tentative flagrante de ternir plutôt l'image de l'Algérie et de ses institutions. Que pensez-vous de cette réaction de la part d'Alger ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On peut d'abord dire, si ce n'était la gravité des propos qui vont ajouter d'abord à la complexité des relations algéro-françaises suite à la décision de la France relative au conflit du Sahara occidental. Je dirais que c'est encore une macronite. Le président français nous a habitués, tant au plan international qu'au plan de la politique interne française, à beaucoup de dérapages et beaucoup de manque de marche d'escalier. Mais en l'occurrence ici, puisqu'il parle d'honneur et de déshonneur, je pense que ces propos tout à fait intolérables, insupportables, inacceptables, n'honorent ni la France ni son président. D'autant plus que ce qui a été rapporté dans les communiqués des institutions algériennes relève effectivement de l'ingérence dans une affaire qui regarde l'Algérie et sa justice.
Et puisque le président algérien s'est prononcé en portant un jugement qui le regarde en tant que président de cet État libre et indépendant, je le rappelle, depuis 1962, M. Macron semble l'avoir oublié quelque part, le président algérien a bien spécifié que maintenant l'affaire est entre les mains de la justice et qu'elle a toute la latitude pour apprécier et évaluer ce qui est reproché à M. Sansal et éventuellement à le sanctionner. Et donc, M. Macron a encore une fois raté une occasion de ne pas compliquer davantage les relations algéro-françaises après tout ce qu'il a fait par le passé et vient aujourd'hui, encore une fois, noircir le tableau de ces mêmes relations. Très bien. Ammar Dib, je vous retourne la question. Que pensez-vous de ce discours tenu par le président français et de la réaction d'Alger qui a suivi ? Alors, la réaction d'Alger, je ne la commenterai pas. Elle est légitime et normale. Je parlerai du discours qui a été tenu, qui est quand même révélateur de beaucoup de choses. Il révèle un peu l'isolement du président français, qui est sur la fin. Ça sent la fin de règne. Et si vous voulez, comme l'a dit le précédent intervenant, Macron n'en est plus à sa première dérive verbale, on va dire. Il faut savoir que dans ce discours-là, il a non seulement parlé du déshonneur concernant l'Algérie, mais il a aussi parlé de l'ingratitude des pays africains qui tournent le dos à la France qui aurait, par son armée, sauvé un certain nombre de ces pays, notamment du fait que ces pays étaient menacés par le terrorisme. Et je crois que c'est le chef d'État. Nous allons revenir en détail. C'est le chef d'État sénégalais qui lui a dit la France ne serait pas ce qu'elle est si les tirailleurs sénégalais et les autres n'étaient pas venus la sauver en 1943 et en 1944. Donc il n'est même pas toujours conscient de ce qu'il dit Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, pour preuve, il y a un certain nombre de rapports qui ont été faits, dont l'un des derniers en 2023 par Michel Tabarot, qui est une députée LR, les Républicains, donc la droite dure, et Bruno Fuchs, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, qui alertait sur l'aveuglement de la diplomatie française et de l'Élysée dans un rapport. Permettez-moi de souligner que le président français ne s'exprimait pas dans un contexte anodin, c'était dans un discours à l'Élysée devant les diplomates français. Complètement. Donc, si vous voulez, on voit bien que le Sénat aussi, dans un autre rapport, a alerté la présidence française sur le fait que la France était de plus en plus débarquée du continent africain, qu'il y avait des tensions récurrentes et qu'à un moment donné, les pays africains réclamaient à la France davantage de collaboration, de développement, de soutien, et qu'aujourd'hui, le slogan, c'est « France dégage ». Donc, il y a une évolution quand même que M. Macron a du mal à assimiler et à comprendre, ou du moins qu'il ne veut pas comprendre. Mais en tout cas, c'est révélateur quand même. Concernant l'Algérie, Ammar Dib, je propose de nous concentrer d'abord sur cette attaque virulente du président français envers la justice algérienne. Comment peut-on se permettre de tels agissements de la part d'une personnalité aussi haut placée en France ? Alors, bon, c'est un habitué des excès, donc moi, ça ne me surprend pas personnellement, parce qu'en France, il en a fait d'autres, quand il parlait des chômeurs, Mais là, concernant l'Algérie, parler de déshonneur, je trouve assez, en plus dans une solennité comme ça, en face d'un parterre d'ambassadeurs, c'est quand même assez révoltant, c'est vrai. Et on est d'autant plus surpris qu'on aurait aimé qu'il en fasse autant quand il s'agissait des massacres de Gaza, où des dizaines de milliers d'enfants, de femmes et d'enfants ont été massacrés. On aurait aimé qu'à ce moment-là, il parle aussi du déshonneur du Premier ministre israélien. Or, il ne l'a pas fait. Et on voit bien que là encore, on a une forme d'indignation sélective, c'est-à-dire que quand ça concerne les autres, il est indigné, mais quand ça concerne, on va dire, plus généralement les arabo-musulmans, les Algériens, les Maghrébins, on le sent il y a moins d'allégresse, quoi. Voilà. Et c'est quand même regrettable. Puisque vous en parlez justement du dossier de Gaza, je me retourne encore une fois, avant d'aller à Paris pour jauger la température avec nos deux autres invités, je me permets de me retourner encore une fois vers vous, Saïd Ayachi. La justice ou la diplomatie française plutôt s'est permise
taire un petit peu les décisions de la Cour de justice internationale concernant Benyamin Netanyahou, un criminel de guerre avéré, attesté avec documents à l'appui par la justice internationale. C'est ce même dirigeant français qui se permet aujourd'hui de critiquer la justice algérienne. Oui, justement, à propos de justice, aussi bien concernant la justice algérienne que la justice internationale, d'abord, il n'est pas exagéré de relever là un atavisme de néocolonialisme vis-à-vis de notre pays, comme s'il avait encore à juger de la justice d'un pays souverain et indépendant. Et donc, il porte un jugement de valeur sur notre justice et se permet même, donc, d'une certaine façon, une ingérence. Alors que quand il s'agit de la justice française, on nous reparle à corps et à cri l'indépendance de la justice française, comme si nous n'étions pas capables d'installer la séparation des pouvoirs. Et concernant la justice internationale, bien sûr, il y a d'abord, ça a été pris par des textes officiels, que la justice française n'interviendrait pas dans l'arrestation de M. Netanyahou après le mandat d'arrêt international édicté par la Cour pénale internationale. Et donc c'est déjà... On a vu des ministres français gênés justement par la question. Un désaveu. Et vous parliez d'une conférence diplomatique donc, qui concernait les ambassadeurs pour les instruire. Et donc on ne leur a pas dit qu'on ne peut pas arrêter M. Netanyahou parce qu'on ne veut pas l'arrêter. Et à ce moment-là, la France, qui est partie prenante de la signature concernant la création de la Cour pénale internationale, ne respecte pas donc sa propre justice. Comme elle ne respecte pas d'ailleurs, elle a essayé de contourner le jugement de la Cour de la Haute Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les accords entre le Maroc et l'Union européenne, parce qu'ils cherchent encore une fois à ne pas respecter la justice. Mais pour les autres, il faut respecter la justice et le droit international. Et donc c'est encore une fois ce double standard qu'on veut nous imposer. Deux poids, deux mesures. Ouais. Et le deux poids, deux mesures. Alors, compromis direction Paris pour prendre la température avec Badis Renissa et Gamal Abina. Tout d'abord, Badis Renissa, comment la France, qui se prétend pays des libertés et des droits de l'homme, où le fondateur de la messagerie Telegram, le russe Pavel Durov, a été arrêté et soumis depuis plusieurs mois à un contrôle judiciaire, se permet aujourd'hui de critiquer la justice algérienne qui s'est penchée pourtant sur le cas d'un citoyen algérien, une affaire interne donc, comme l'a souligné le ministère algérien des Affaires étrangères. Écoutez, il me semble pertinent de dire que le discours du président de la République, Emmanuel Macron, est un discours qui est à l'image, en tout cas le contenu, les propos tenus, des propos bien évidemment, je dirais, abjects, condamnables, mais surtout incompréhensibles, à l'image d'ailleurs de ses propos par le passé, que ce soit sur la politique interne ou aussi étrangère, notamment vis-à-vis de l'Afrique, avec toujours cette arrogance, cette condescendance et surtout ce déni, notamment de la réalité des choses, puisque, qu'on le veuille ou non, la France a été vomi de l'Afrique. Je dis bien vomi. Donc, des propos aussi qui sont à l'image et qui reflètent fidèlement ce qu'est devenu la France aujourd'hui. C'est une France ingouvernable, c'est une France qui n'a plus de gouvernail, donc qui n'a plus de cap, qui n'a plus de vision, tant sur la politique interne que sur la diplomatie que j'ai qualifiée de diplomatie populiste et de diplomatie, je dirais, juvénile et surtout immature. On peut revenir un peu dans la chronologie sur le Sahara occidental et cette déclaration que même d'ailleurs la classe politique française n'a pas compris. Et puis, bien évidemment, avec ces propos qui sont irrespectueux non seulement envers un État souverain, un État indépendant qui est l'Algérie, une puissance régionale, un pays pivot, un pays dont la légitimité diplomatique bienveillante et sa force de proposition est connue et reconnue par toutes les puissances du monde. Et peut-être on pourra s'attarder plus tard sur le timing, puisque l'Algérie, rappelons-le, depuis le 1er janvier, préside le Conseil de sécurité au sein de l'ONU. Donc, à l'image aussi d'une France en otage, notamment d'une grande majorité de classes politiques d'extrême droite notamment, et de droite extrême aussi, puisque aujourd'hui nous avons un gouvernement en CDD de droite extrême qui est surveillé par l'extrême droite, et là aussi ils sont otages notamment de cette frange de l'Algérie française, des nostalgiques de l'Algérie française, qui ont du mal à concevoir que l'Algérie aujourd'hui est souveraine, que l'Algérie conçoit ses relations bilatérales avec qui que ce soit d'État à État, sans condescendance, sans ingérence. Et maintenant, revenons sur l'ingérence. Si vous permettez rapidement, j'aimerais m'approfondir davantage sur le communiqué
du ministère des Affaires étrangères, qui est un communiqué légitime, qui est un communiqué, je dirais, qui donne le là, qui donne aussi l'orientation, qui donne aussi la grandeur de l'Algérie, pour ne pas s'attarder sur des déclarations juvéniles, immatures et infantiles surtout. Mais j'aimerais soulever ce que j'ai qualifié de sémantique analogique entre les deux faits. Vous avez parlé tout à l'heure du fil conducteur, c'est-à-dire l'affaire Sansal d'un côté, et aussi, n'oublions pas, les 3 arrestations de blogueurs sur le territoire français. Figurez-vous que dans le communiqué des affaires étrangères algérien, on a soulevé évidemment la véracité, notamment sur la décision de justice concernant Sansal, que cela relève d'abord à la souveraineté du système judiciaire et la justice algérienne par une décision souveraine, donc une portée atteinte à l'intégrité du territoire national algérien, au même titre d'ailleurs, rappelons-le, et là où je soulève cette analogie, avec l'arrestation des 3 blogueurs en France qui sont aussi, d'ailleurs, et c'est là où je dirais le bas blesse, et c'est là où j'ai envie de rire quelque part, que la France considère aussi des déclarations qui portent atteinte à l'intégrité territoriale, qui appellent à la violence. Donc, je dirais, c'est ce prisme de lecture à géométrie variable, ce double discours de lecture propre à l'Occident et propre notamment à Macron, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à ce, je dirais, peut-être point de non-retour, notamment de relations bilatérales, puisqu'encore une fois, une ligne rouge a été dépassée, à savoir le déshonneur de la France vis-à-vis justement de ses propos tenus contre les institutions algériennes, contre le président de la République, contre l'Algérie elle-même et contre aussi, au passage, une institution, une instance représentative, notamment sur le territoire français, qui est la Grande Mosquée de Paris, rappelons-le, puisqu'elle a été aussi jetée en pâture. On pourra en parler un peu plus dans le détail. Donc, en somme et en conclusion, encore une fois, c'est une France qui est dans le déni, c'est une France qui pratique la politique de l'autruche, qui occulte la réalité des choses, à savoir le peuple français est scindé en deux, la France est divisée, la France est au bord de l'implosion sociale. Et là, je prends pour preuve le dernier rapport de l'Observatoire français des conjonctures économiques qui tient un rapport effarant, un rapport édifiant, un rapport inquiétant quant à la situation socio-économique, la situation politique notamment, et notamment des investissements qui reculent pour la première fois depuis l'histoire de la Ve République. Donc, on est dans une singularité qui, encore une fois, est fidèle et propre, en tout cas, à la posture et au postulat de la France, qui est, encore une fois, otage de laboratoires, je dirais, occultes, qui, leur seul souhait, leur seule finalité, c'est de non seulement tuer dans l'œuf tout espoir de réchauffement des relations bilatérales, mais surtout aussi d'atteindre peut-être un point de non-retour et une rupture diplomatique à terme. Très bien. Gamal Abina, à présent, on vient de l'entendre, Badis Relissé a parlé des 3 blogueurs arrêtés en France pour des faits, pour des accusations graves, notamment pour apologie au terrorisme. Cette même justice et gouvernement français qui s'attaque aujourd'hui à la justice algérienne. Comment la France peut-elle se permettre aujourd'hui de tels agissements, Gamal Abina? La France, oui, Macron, en réalité, c'est lui qui part tout seul dans son délire. Il faut être très clair, on a l'impression de voir un enfant avec un lance-flamme qui est en train de s'amuser. Alors, il n'attaque pas que l'Algérie, on a bien compris que l'Afrique était concernée, mais la question, effectivement, de la souveraineté d'un État est remise en question. Il donne des leçons de morale et des leçons d'honneur. Bon, le sens de l'honneur, on ne l'a pas quand on fait soi-même de graves fautes, au premier rang desquelles, ça a été dit d'ailleurs à l'instant par Badis, le fait de ne pas accepter sa défaite, trois défaites consécutives, et il place au gouvernement une minorité qui ne devrait pas exercer le pouvoir, ni même les fonctions de ministre. Il nie et dénie le droit à l'opposition qui a gagné dans les règles de se placer en tant que gestionnaire de la France. Donc ça, c'est un problème. Le second problème, c'est la question d'Ourave, effectivement. Comme vous le dites très bien, il est jeté en prison parce que mis en examen dans les conditions... Alors la justice française est particulière parce qu'ils font souvent ça, c'est qu'ils mettent souvent des gens en prison de manière préventive pour qu'il n'y ait pas de possibilité de s'échapper. Et ça, il y en a d'autres qui ont connu ça. Je ne vais pas vous parler de Tariq Ramadan qui a fait 9 mois de prison préventive. C'est un système qui est assez douteux. Parce que pendant ce temps-là, des hommes qui sont condamnés comme Sarkozy ne vont pas en prison alors qu'eux ont été condamnés. Donc ils ont juste un petit bracelet électronique pour la décoration, mais ils n'iront pas en prison. Et ce qui se passe, c'est que M. Macron, semble-t-il, n'a aucun sens de la diplomatie. D'abord, on ne dit jamais à un pays qu'il n'a pas d'honneur.
parce qu'il a parlé de sens de l'honneur, ce qui est particulier. D'un côté, l'honneur de l'Algérie, puis de l'autre côté, le peuple algérien qu'on aime beaucoup. Donc, on ne comprend pas de quoi il parle. Ensuite, on ne dit pas à un pays que sa justice n'est pas indépendante ou qu'elle ne devrait pas faire ceci ou cela. On ne parle pas d'un homme qui est algérien, qui n'est pas français. C'est pas parce qu'il a mis une étiquette française de naturalisation, ce qui est une pure démarche administrative qui n'a absolument aucune valeur sur le plan de l'histoire. Je veux dire, sans ça, 75 ans d'algérianité, c'est pas les 6 mois de francitude qui vont faire de lui un Français. Mais on veut mettre ça en avant parce qu'on fait monter les enchères. Et il se trouve que avec cette histoire de blogueur, on voit bien qu'on va chercher la petite bête avec des pauvres types qui essaient de faire les intéressants sur Internet pour avoir des clics, pour avoir des followers, qui sont montés à 400 000 followers, qui disent n'importe quoi. Et il faut rappeler quand même qu'un des blogueurs a dit qu'il faudrait de la violence en France, mais il a parlé aussi d'Algérie. Ça, on l'a oublié. Mais tout ça pour dire que lorsque M. Macron s'exprime, il le fait avec des façons sans pincettes, avec des façons très peu mesurées, très peu réfléchies. Et malheureusement, pour un homme qui était une possibilité d'espoir d'une relation apaisée entre les deux nations, il accélère l'histoire dans le mauvais sens. Alors je ne sais pas s'il est conseillé, je ne sais pas s'il fait ça tout seul, je ne sais pas s'il se rend compte des propos qu'il tient, je ne sais même pas qui lui écrit ses discours d'ailleurs, mais une chose est certaine, c'est qu'il les dit, et il les dit mal. Donc on ne peut pas continuer à donner des leçons, surtout à l'Algérie, je veux dire, c'est pas la France qui doit donner des leçons à l'Algérie après avoir été l'État génocidaire, un État qui a massacré les populations, volé, spolié, qui n'a même pas la dignité, et là il va parler d'honneur, on va parler d'honneur, qui n'a même pas l'honneur de demander pardon pour les crimes perpétrés, et qui continue à parler de choses marginales, alors que l'ampleur des crimes en Algérie, c'est au bas mot, selon l'historien français, 600 personnes tuées par semaine pendant 7 ans et demi. Eh bien, il ne le fait pas, mais par contre, il donne des leçons. Et là, c'est dommage, parce que je tiens à rappeler qu'il est très démonétisé, M. Macron. En France, déjà sur le terrain intérieur, fragilisé, il perd ses élections tout le temps, les gens l'aiment de moins en moins, très impopulaire. Sur le plan des relations internationales, on voit bien qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, le lendemain, il dit autre chose, donc il n'est pas pris au sérieux. Poutine, le premier, ne prend pas au sérieux, ni les États-Unis. Et puis sur le plan de la relation africaine, qui est calamiteuse, j'ai envie de dire une seule chose positive de M. Macron aujourd'hui, au moins une chose positive. Lorsque l'Afrique, alors Baptiste a utilisé un terme très fort, il a dit que la France a été vomi de l'Afrique. Il parle bien de la France militaire, évidemment. Eh bien, il n'intervient pas militairement. C'est au moins ça pour lui. Ça n'est pas un battant en guerre, et tant mieux. Mais c'est vrai que donner des leçons à l'Algérie quand on refuse d'appliquer le droit vis-à-vis d'un criminel de guerre notoire aujourd'hui que le monde entier montre du doigt comme Netanyahou, alors qu'on est signataire d'accords internationaux liés à la CPI, alors qu'on prétend respecter le droit et les principes, eh bien, on est très mal placé pour faire cela. Il ne peut pas donner de leçons de droit quand lui-même ne l'applique pas sur son propre pays vis-à-vis d'un criminel de guerre. Et ils ont dit avec un subterfuge ridicule qu'il ne pouvait pas être touché parce que soi-disant il y aurait une sorte d'immunité délirante. Bref, quoi qu'il en soit, M. Macron a dérapé. C'est un dérapage de trop, c'est un dérapage multiple, il en a l'habitude. Je crois qu'il n'est vraiment pas au fait des us et coutumes de la diplomatie et surtout il n'est pas au fait d'un principe simple. Deux États qui se parlent se respectent et là c'est pas le cas. Très bien, on va revenir, on va s'attarder encore un peu plus sur la réaction d'Alger. Ammar Dib, le bureau du Parlement algérien a aussi appelé les autorités françaises à s'en tenir aux règles des relations internationales fondées sur le respect mutuel. Pourquoi la France ne respecte pas aujourd'hui des pays souverains tels que l'Algérie, 70 ans après son indépendance ? Alors, l'impression que ça donne, c'est que tout ça est un peu commandité. C'est-à-dire que vous savez que l'Algérie n'a pas que des amis en France. Elle en a parce que nous avons entre, je ne sais pas moi, 6 et 8 millions d'Algériens et de Franco-Algériens. Mais elle en a aussi beaucoup, et il m'arrive régulièrement de rencontrer des Français qui n'ont rien contre l'Algérie. Mais vous avez des lobbies agissants qui font en sorte qu'au travers de supports médiatiques et de chaînes d'information, et vous les connaissez, pas besoin de les citer, on a un dénigrement systématique de l'Algérie et des Algériens qu'on présente comme des gens irrespectueux, comme des gens hystériques, comme des gens sanguins, comme des gens incontrôlables, avec lesquels on ne peut pas nouer de relations diplomatiques durables. Alors ça n'a pas toujours été le cas, parce que pendant longtemps la France a été le premier partenaire commercial de l'Algérie, et là la France était bien contente de pouvoir vendre ses produits à l'Algérie et d'avoir comme partenaire l'Algérie, notamment pour les hydrocarbures. Et tout ça a évolué parce qu'il y a une évolution à la fois politique. Le champ politique français a beaucoup évolué ces dernières années. Tout à l'heure, il a été rappelé que Macron a perdu plusieurs élections et qu'il est aujourd'hui sous l'emprise de la droite extrême et de l'extrême droite qui diffuse une idéologie dans laquelle l'Algérie n'est pas perçue de la meilleure des manières. Et donc, si vous voulez, c'est un peu un discours que reproduit Macron
parce qu'il est obligé, à un moment donné, de donner des gages à ceux qui vont lui permettre d'avoir un budget voté à l'Assemblée nationale, et en l'occurrence l'extrême droite, qui a déjà censuré le Premier ministre et qui a conduit à la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement. Et si vous voulez, Macron, il sait que s'il y a une nouvelle censure, il peut y avoir le chaos dans le pays, et lui qui ne veut pas partir avant la fin de son mandat, craint qu'il soit poussé à la démission par la rue. Et donc, il donne, au travers de ses discours incohérents, comme c'était précisé précédemment, c'est-à-dire qu'il souffle le chaud et le froid. Il y a un an, il y avait une rupture diplomatique avec les Marocains, et puis aujourd'hui, c'est redevenu des partenaires qui s'aiment beaucoup, qui ont signé des contrats entre eux, et qui ont fait. Et lui a même adhéré au plan marocain du Sahara occidental. Donc, alors qu'il y a un an, le roi l'avait envoyé paître sur les roses, et d'une manière pas très diplomatique d'ailleurs, et c'est rare qu'un président français se fasse traiter de cette manière. Mais bon, il avait acquiescé, et puis un an après, il rejoint le Maroc. Donc je ne serais pas surpris que dans un an, s'il est encore président, c'est sa grande crainte, il se tourne de nouveau vers l'Algérie en proposant des excuses, en proposant qu'il faut de nouveau, par les historiens, comme il l'avait fait à un moment donné, renouer avec l'Algérie, et que nos deux pays... il ne s'agirait pas de faire diversion, selon vos propos ? Non, je pense qu'il donne des gages. Honnêtement, il donne des gages parce que, comme ça a été souligné avant, il n'y a aucune cohérence dans les discours d'Emmanuel Macron. Non seulement aucune cohérence, mais en plus, il a l'indignation sélective, comme ça a été souligné ici, sur ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, et ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en France. Je rappelle quand même qu'on a tiré sur les Gilets jaunes, qu'on en a envoyé en prison un certain nombre. Je rappelle qu'actuellement, il suffit de faire un tweet où vous dites ce qui se passe à Gaza, c'est quand même pas très normal, on tue des femmes et des enfants, et vous pouvez vous retrouver en garde à vue. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été arrêtées au petit matin chez eux parce qu'ils avaient tweeté la veille pour dénoncer ce qui se passait à Gaza. Donc le deux poids deux mesures, en France, on a l'habitude. Vous voyez, selon la thématique, selon le sujet, selon la contrée concernée, vous n'êtes pas traité de la même manière. Donc si vous voulez, moi ça ne m'offusque pas davantage parce qu'on a l'habitude de ce genre d'indignation sélective. Voilà. Très bien. Saïd Hayachi, à travers les propos qu'il a tenus, le président français ne risquerait-il pas de ternir davantage les relations, de nuire aux relations entre l'Algérie et la France qui, disons-le, n'étaient pas au beau fixe ? Certainement, certainement. Comme chacun le sait, aujourd'hui est décédé le bourreau, le tortionnaire Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui, par la suite, après les boucheries qu'il a occasionnées en Algérie, pendant notre lutte de libération, a fondé donc le Front National, qui a pour caractéristique donc l'anti-algérianisme d'abord, plus l'homophobie, plus... C'est la nostalgique aussi de l'Algérie française. Bien l'Algérie française, bien sûr, le syndrome du paradis perdu, la xénophobie, l'islamophobie, l'anti-immigration. Finalement, tous des marqueurs qu'on retrouve maintenant presque en majorité dans la classe politique française, où se développe donc, il y a le lobby sioniste connu comme étant anti-algérien, le lobby pro-marocain pour diverses raisons qu'il y a, mais aussi le lobby toujours porteur de ce sentiment anti-algérien qui est très fort et qui, par conséquent, travaille à ce qu'il n'y ait pas de bonnes relations entre l'Algérie et la France et travaille d'arrache-pied même. C'est ainsi que Macron pris à la gorge et n'étant pas vraiment un politique de grand talent, s'est pris les pieds dans le tapis et donc encore une fois, après l'avoir fait il y a 2 ans lorsqu'il a parlé de pouvoir politico-militaire pour l'Algérie, aujourd'hui il parle de déshonneur, il parle d'injustice, il parle d'ingérence, donc il se complaît. Et donc par conséquent, il y a aujourd'hui une démarche qualifiée d'irresponsable à juste titre par nos institutions, parce qu'elle vient compliquer... Par d'autres pays africains, nous y reviendrons d'ailleurs. Oui, les pays africains qui l'ont pris la main dans le sac en train de mentir d'ailleurs, qui a été dénoncé officiellement, aussi bien par le Sénégal que par le Tchad. Exactement. Et donc, en ce qui nous concerne, qui vient compliquer les relations algéro-françaises, qui, eux,
veulent absolument les codifier à l'aune des intérêts de la France et de la soumission de l'Algérie au bon désir de la classe politique française. Ce qui est tout à fait inadmissible. Notre président leur a dit de la façon la plus crue, la plus nette qui soit. Et donc, d'une certaine façon, oui, les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas prêtes, dans le climat actuel, de s'améliorer avec de telles déclarations. Ouais. Et qu'est-ce qui pousse aujourd'hui, selon vous, Badis Kenissa, qu'est-ce qui pousse les hauts responsables français à s'en prendre à l'Algérie aujourd'hui? Cela est-il animé par la composition du nouveau gouvernement, influencé par la montée de l'extrême droite et de ses médias mainstream? Je pense qu'il y a deux aspects, sur le fond et sur la forme. Effectivement, sur le fond, c'est, je dirais, la doxa diplomatique française qui est en train de changer, malheureusement, notamment tant sur l'Afrique que aussi sur ce qu'elle doit considérer comme normalement des alliés stratégiques. Elle les traite justement de déshonneur aujourd'hui et d'un discours irrespectueux. Il y a aussi, vous l'avez rappelé, je pense, deux éléments fondamentaux, à savoir, oui, la politique française est en perte, je dirais, de référence, puisque aujourd'hui nous n'avons ni la droite ni la gauche. C'est un melting pot, une politique hybride qui consiste à faire de l'arithmétique politique pour essayer d'arriver à une majorité au sein du Parlement et pouvoir légiférer et donc gouverner la France. Et ce qui d'ailleurs rend dangereux, je dirais, le modèle de gouvernance d'aujourd'hui, notamment d'Emmanuel Macron. Ensuite, vous avez effectivement le timing. L'Algérie a, à travers plusieurs jalons, notamment sur l'échiquier international, sur la scène internationale, apporté une valeur ajoutée, je dirais, connue et reconnue même par les grandes puissances. Rappelons-le, l'Algérie qui a fait bouger des lignes sur la cause palestinienne, sur aussi le Sahara occidental. L'Algérie qui aujourd'hui, je me répète, préside le Conseil de sécurité. L'Algérie qui a été aussi d'une grande utilité, notamment dans des plans d'action pragmatiques, notamment pour des résolutions pacifiques sur certains conflits. Donc l'Algérie est un allié fiable, est un allié digne de confiance, légitime, crédible, notamment en matière de diplomatie, il l'a démontré. Donc, et puis vous avez un autre aspect aussi fondamental qui est, vous l'avez parlé tout à l'heure, des masses médias notamment, qui sont devenus des fabriques de l'extrême, puisque jamais, au grand jamais, depuis le premier mandat et maintenant le deuxième mandat de Macron, jamais l'extrême droite n'a atteint des scores et des chiffres édifiants comme aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, cela fait part d'une stratégie orchestrée, caractérisée, millimétrée, je dirais même, pour d'abord arriver à chaque fois à des deuxièmes tours contre l'extrême droite, sauf qu'aujourd'hui l'extrême droite, du propre aveu notamment d'un certain Nicolas Sarkozy qui avait jugé le Rassemblement national comme un parti républicain, donc un parti présidentiable, voyez-vous, et bien évidemment qui tire ses racines, donc encore une fois, dans cette nostalgie de l'Algérie française et qui souhaite aujourd'hui justement, je dirais, réveiller les vieux démons notamment de cette France néocolonialiste, notamment par rapport à un pays puissant, qu'on le veuille ou non, un pays pivot, qu'on le veuille ou non, mais surtout un pays qui défend les causes justes. Et je pense, là me semble-t-il aussi, un problème sur la forme, à savoir les causes justes ont un prix aujourd'hui. Les positions de l'Algérie, notamment sur la cause palestinienne, ça a été rappelé. C'est pas chauvin de dire effectivement que le mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou en activité, je dis bien en activité, c'est historique, émane aussi de ce travail de fond, ce marathon diplomatique notamment, mais surtout cette légitimité de l'Algérie à rassembler les puissances, à rassembler les États derrière une cause commune, une cause juste qui est celle justement de cesser l'impunité et l'immunité de l'entité sioniste. À cela s'ajoutent bien évidemment d'autres aspects. L'Algérie défend l'intérêt commun, l'Algérie défend un nouveau modèle de gouvernance, notamment avec une équité et une justice de développement, notamment pour l'Afrique. Donc tous ces éléments, si vous voulez, dérangent cette France notamment qui voit d'un mauvais œil, notamment d'abord l'émergence de cette nouvelle Algérie, cette Algérie nouvelle, cette Algérie victorieuse, cette Algérie souveraine, indépendante, et qui prend des initiatives, notamment sur l'échiquier international, mais aussi prend, je dirais peut-être beaucoup de place, notamment effet de l'ombre, à cette France titubante, à cette France fragile, à cette France fébrile, à cette France en perdition. Très bien. Gamal Abina, le Badis Kenissa vient de le souligner, les médias mainstream ont libéré la parole raciste en France. Une de leurs campagnes hostiles,
C'est d'ailleurs soldé par une plainte déposée par l'État algérien auprès du tribunal judiciaire de Paris pour diffusion de fake news à l'encontre de la députée européenne Sarah Knafou du parti Reconquête que vous connaissez et qui n'est autre que la campagne du multicondamné pour haine raciale Éric Zemmour, connu pour ses positions anti-immigration et surtout anti-algérienne. Là encore, l'extrême droite s'invite au débat à Gamal Abina. Il se trouve qu'aujourd'hui, on peut parler d'extrême droite parce que cette extrême droite-là, c'est une sorte de caricature de ce que l'extrême droite traditionnelle française était, à savoir une résurgence de l'extrême droite de l'après-guerre. De l'après-guerre d'Algérie, je précise, puisqu'en 1945, elle n'existait plus. Et donc, Sarah Knafou, qui est d'origine maghrébine aussi, Zemmour, qui est d'origine algérienne, tous ces idiots utiles sont effectivement des variables d'ajustement qui permettent à l'extrême droite classique, donc celle de Le Pen, dont le père aujourd'hui vient de décéder, il faut rappeler quel criminel c'était d'ailleurs, ça permet à cette extrême droite de pouvoir se donner une image de fréquentabilité. Et cette extrême droite a été renforcée en plus par des chaînes d'information. Alors quand vous dites médias mainstream, effectivement, elles sont devenues importantes. Ça reste des médias privés malgré tout. Les médias publics sont beaucoup plus mesurés. Eh bien, ces chaînes d'information font la part belle à l'extrême droite. Ils les reçoivent sur les plateaux TV, sur des talk-shows, les reçoivent tout le temps dans les journaux et passent leur temps à demander l'avis à ces agents violents. Leur avis sur la société, sur ce qui se passe, sur l'immigration, sur les OQTF, sur je ne sais quelle relation entre la France et l'Algérie, sur les relations gaz-pétrole. C'est des gens qui n'ont aucune compétence, mais qui par contre ont un curseur, celui de la haine de l'étranger et particulièrement de l'Algérien. N'oublions jamais que la résurgence de l'extrême droite française s'est faite à la faveur de la perte de l'Algérie française, pour le coup, c'est donc les FAF, les Français d'Algérie française, combinés aux gens de l'OAS, combinés évidemment aux poujadistes qui sont des plus populistes, combinés évidemment aux anciens SS, Waffen-SS qui ont fondé le Front National, eh bien ces gens vont naître 10 ans après la perte de l'Algérie. Et ils ont créé, alors c'est marrant parce que l'OAS est une sorte d'excroissance transformée de l'OS, l'organisation algérienne pour la libération à l'époque, donc une organisation secrète, qui devient l'organisation de l'armée secrète. Ensuite, le FN est une résurgence, mais ratée effectivement, du FLN, mais ne libère pas. Eux, c'est juste un front national. Donc à chaque fois, on voit bien qu'il y a une sorte de miroir comme ça des noms. Ils récupèrent très souvent d'ailleurs des acronymes algériens, uniquement parce qu'ils se rappellent que l'Algérie était perdue par la force. Et donc, oui, les médias mainstream, vous en avez un sous les yeux. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de passer chez eux quelques fois et ça se passait pas très bien. Ces médias-là sont des médias privés tenus par des milliardaires qui ont un penchant d'extrême droite. Je ne donne pas les noms, c'est inutile, vous le connaissez. Et malheureusement, effectivement, le là est donné par l'extrême droite parce que la France va mal, tout simplement. Vous savez, l'extrême droite ne réussit que sur un terreau social qui est fragilisé, qui est dégradé. Et le coup de l'extrême droite, c'est là où ils sont malins, c'est qu'ils font croire qu'ils font du social alors que ce sont des ultralibéraux, et ils font croire qu'ils s'adressent aux ouvriers alors qu'ils s'adressent uniquement aux chefs d'entreprise et aux grands industriels. Donc l'extrême droite a toujours eu cette stratégie-là qui lui a profité souvent en Italie, en Allemagne, en Espagne, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, en France, effectivement, ce qui donne la possibilité à l'extrême droite d'exister, ce sont des hommes d'affaires, vous l'avez compris, comme par hasard, et surtout, ce sont la presse. La presse est souvent sollicitée parce que l'extrême droite a une qualité qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'elle maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, parfaitement la communication, parfaitement l'habillage pour séduire le public. On se rappelle des nazis qui étaient experts en matière de communication et de marketing politique, puisqu'ils l'ont inventé. Eh bien, toutes les extrêmes droites européennes ont surfé sur ce marketing politique qui a permis aux Allemands d'arriver au pouvoir. Et ensuite, sur les mensonges, faire croire que c'était mieux avant, que devant c'est pire si on n'est pas là. Bref, ce déclinisme est toujours annoncé par l'extrême droite conservatrice, avec une teinte évidemment religieuse. Mais cette extrême droite-là a une obsession aujourd'hui, qui, vous l'avez bien compris, est algérienne. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, à chaque fois qu'ils prennent la parole, de montrer du doigt l'Algérien. Vous voyez l'histoire des trois influenceurs, ça reste quand même très marginal comme histoire. Il y a tellement de fous comme ça sur Internet. Mais on met l'accent sur eux parce que au QTF, nouveau magique il y a moins de 5 ans, pour dire ce ne sont pas des immigrés, ce ne sont pas des clandestins, puisqu'ils n'étaient pas clandestins, ce sont des gens qui sont arrivés en fin de droit, à qui on n'a pas renouvelé le titre de séjour et qu'on appelle au QTF, donc avec une obligation de quitter le territoire français. Ça veut dire ça. Eh bien tout cela, c'est du marketing politique destiné à diaboliser parce que quand un pays va pas bien, il lui faut un bouc émissaire. Le principe du bouc émissaire, qui est d'ailleurs d'une tradition juive, est un principe simplement de dire on va faire payer à ces gens-là notre incurie. Et malheureusement, M. Macron est sous pression de l'extrême droite, on l'a bien compris. M. Macron a beaucoup d'agents de droite extrême dans son parti qui finalement sont l'extrême droite, Ciotti en est. Et M. Macron va finalement écouter les sirènes comme ça qui viennent d'une mer, d'un bas-fond de l'océan, uniquement pour satisfaire à un calcul politique pour lequel d'ailleurs jusqu'à présent il a été perdant. Très bien. À Mardib, au discours néocoloniaux s'ajoutent aujourd'hui des pratiques discriminatoires en France, voire islamophobes. On s'attaque
islamophobe, on s'attaque désormais à la culture et au culte des millions d'Africains vivant en France sous la couverture de la lutte antiterroriste et anti-immigration vue par l'extrême droite, encore une fois française. Tout d'abord, je me dirige vers vous, donc Ammar Dib, et vous êtes bien placé pour en parler. Vous avez été le conseiller du recteur de la mosquée de Paris pendant 5 ans. Puisque vous avez occupé ce poste, l'islamophobie affecte des millions, vous le savez très bien, des millions d'Africains vivant en France, notamment des Algériens. Les dirigeants français tentent en vain d'associer le terrorisme à l'islam pour vouloir ternir cette religion à tout prix. Pourquoi ? Alors là-dessus, la responsabilité est partagée. J'ai été conseiller spécial du recteur de la mosquée de Paris, le docteur Dali Boubacar, pendant 5 ans, jusqu'en 2020, avant qu'il ne démissionne. Et c'est vrai que le contexte, c'était quand même que les musulmans se sont mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord pendant longtemps, et qu'on a créé un CFCM, le Conseil français du culte musulman, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy en 2003. Il était ministre de l'Intérieur et avait été convenu, parce que les musulmans dans leur ensemble ne s'entendaient pas sur le leadership. Chacun voulait que ce soit un Algérien qui soit président, les autres voulaient que ce soit un Marocain, les autres voulaient que ce soit un Turc. Donc il a été prescrit une forme de tournante, on va dire. Tous les 2 ans, le président devait changer. Une fois un Algérien, une fois un Marocain, une fois un Turc. Bon. Et comme ça, il y a eu une tentative d'organisation du culte musulman. Pourquoi je pars de ce postulat, c'est que si nous étions organisés comme il se doit et si les musulmans s'étaient fédérés comme il se doit, ils seraient aujourd'hui en capacité de contraindre leurs détracteurs, de les poursuivre en justice et de les faire condamner. C'est ce que font d'ailleurs la communauté juive. À chaque fois que quelqu'un exprime un excès sur le sujet Israël ou le sujet juif, il est taxé d'antisémitisme et derrière, il y a une avalanche de procès. Si nous opérions de la sorte et si nous étions organisés pour le faire, à mon avis, l'islamophobie ambiante et gangrénante aussi, à mon avis, elle serait très atténuée aujourd'hui. Bon. Mais comment protéger justement ces lieux de culte de tous ces parasites qui gravitent autour ? Vous savez, qui veulent ternir l'image justement de l'islam et des musulmans surtout. La nature a horreur du vide. D'abord, l'islam, avec tout ce qu'on a mis sur le dos de l'islam, les attentats du 11 septembre à New York, les attentats en France, les attentats en Grande-Bretagne, les attentats en Belgique et en Hollande. Si vous voulez, tout ça a installé dans l'imaginaire des Français et des Européens que l'islam était une religion susceptible d'inviter au terrorisme, d'inviter à l'assassinat, d'inviter à la tuerie, on va dire. Et sans préciser, mais sans jamais le préciser, et là où il y a vraiment une manipulation terrible contre les musulmans et contre leur religion, c'est que souvent on avait affaire à des sociopathes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une mosquée, mais bien évidemment on se gardait bien de le dire. Et là, il aurait fallu que la parole des musulmans de France soit organisée dans une organisation nationale et qu'elle puisse s'exprimer et éclairer les Français sur la réalité. Mais d'où le rôle des médias justement qui était de détourner justement l'attention et d'associer absolument ces criminels à la religion. Vous savez, il faut savoir que ces médias, eux, ceux qui les financent, sont dans une grande frayeur, l'histoire du grand remplacement. Ils sont convaincus qu'un jour, ce pays, la France, les musulmans seront majoritaires. Et d'ailleurs, Houellebecq, en 2015, et j'ai répondu par un livre à son écrit, a écrit Soumission. Soumission, c'est ça. C'est d'expliquer aux Français qu'un jour, il y aura un franco-algérien musulman qui sera à la tête de la France et toutes les femmes devront se voiler, tout le monde devra manger halal. Et puis il y en a, alors c'est un roman, il y en a qui l'ont pris pour argent comptant et qui ont commencé à faire des conférences autour de ce livre en expliquant, regardez ce qui nous attend si nous laissons l'islam prospérer, si nous laissons les mosquées se construire. Et donc il y a beaucoup de Français qui ne côtoient pas des musulmans, qui ne savent rien de l'islam, qui sont aujourd'hui, dans leur imaginaire, convaincus que l'islam, c'est un véritable danger. Qui adhèrent à ce discours aujourd'hui et qui adhèrent à ce discours par frayeur, par méconnaissance, par ignorance. Mais nous, qu'avons-nous fait autour de ça? Rien du tout. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a 2500 mosquées en France. Elles sont divisées. Il y a
Chacun essaie de tirer la couverture vers lui. Les Marocains cherchent le leadership. Maintenant, les Turcs s'y sont mis aussi. Les Africains commencent, c'est limité, mais commencent à s'y mettre. Les Algériens, on n'a jamais été autant divisés, et particulièrement ces dernières années. Et donc, si vous voulez, comme la nature a horreur du vide, nos détracteurs, nos ennemis, eux, ils s'organisent. Et ils sont d'autant plus forts qu'ils ont des milliardaires avec eux, hein, souvent des chrétiens intégristes, engagés, si vous voulez, et en plus, ils ont de l'argent. Donc, ils financent des chaînes et des magazines qui traitent de ces sujets-là, par le prisme de l'islamophobie, par le prisme de la frayeur. Et donc, si vous voulez, le discours anxiogène servi aux Français, moi j'en veux assez peu, j'en veux pas beaucoup aux Français, parce que finalement, ils sont là à subir, à gober toute cette information, comment dire, quotidienne qui leur est servie dans leur téléviseur, dans leur salon, où on explique que les musulmans sont des gens assez peu fréquentables, que leur religion est une religion où on coupe les mains, on coupe les têtes, on pend, on enterre les gens vivants. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, il y a une propagande de ce genre auprès du paysan du Larzac, l'effet que ça peut avoir, quoi. Surtout quelqu'un qui n'a jamais côtoyé un maghrébin ou un musulman. Donc, si vous voulez, si nous, on ne prend pas les devants pour nous organiser et pour faire en sorte que demain, on ait une organisation en capacité d'avoir les moyens de défendre la cause des musulmans et de faire des procès à tous nos détracteurs, et Dieu sait qu'il y en a actuellement, eh bien, ça va se poursuivre. Regardez, juste une anecdote. Oui. Vous avez, il y a en 92, Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, il voulait organiser l'islam parce qu'il fallait des plateaux repas dans l'armée française pour les soldats musulmans. Il fallait que les aumôneries soient organisées dans les hôpitaux, dans les prisons. Il fallait un certain nombre de choses. Pour ça, il a convié une douzaine de personnalités qu'il avait. Il a créé le CORIF, le Conseil de réflexion sur l'islam de France, 1992. Il y a 2 ans, en 2022, Darmanin, ministre de l'Intérieur, 30 ans après Pierre Joxe, crée le FORIF, le Forum de réflexion sur l'islam. 30 ans après, on en est encore à la réflexion sur l'islam. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas pris à bras-le-corps le sujet, nous n'avons pas su nous organiser, nous n'avons pas su nous fédérer, et nous dépendons toujours de ce ministère de l'Intérieur vers lequel on regarde pour savoir qui va mettre président, quelle mosquée va choisir pour influer sur les autres, avec quel pays il va dealer pour offrir ce leadership de l'islam de France, parce que derrière, bien évidemment, il y a un enjeu politique. Et comme on le sait, et comme on le sait, la nature a horreur du vide. Saïd Ayachi, je me retourne vers vous à présent. Nous avons écouté Amar Dib là-dessus. Pensez-vous que l'islamophobie est aujourd'hui un instrument de la France d'extrême droite pour attiser la haine envers les Africains en général et envers les Algériens en particulier ? L'islam a bon dos. Pour compléter un peu ce que dit M. Dib, je me dis que c'est très bien, je le félicite d'ailleurs pour son exposé, mais je me dis où est la laïcité ? La France se dit être un pays laïque. Et à ce moment-là, pourquoi donner tant d'importance à j'allais dire ? Sauf qu'on utilise l'islam comme un épouvantail, celui qu'il faut faire peur pour quand il faudra conquérir des espaces sociopolitiques, intellectuels ou autres. On a vu ce qui est arrivé aux uns aux autres. Il ne faut pas défendre Tariq Ramadan ou quelqu'un d'autre, mais dès qu'on parle d'islam, c'est une tribune qui n'est pas de mise. Si la mosquée de Paris a des initiatives, elle sort de ses prérogatives. Et on peut aller comme ça, de proche en proche, jusqu'à renier. En fait, on arrive presque à dire qu'il est interdit de croire en islam, pour les musulmans, bien entendu. Et quand on est arrivé à l'époque du terrorisme, on a dit, remarquez, tous les terroristes sont musulmans. Alors tous les musulmans sont terroristes. Et puis, de proche en proche, on arrive à ces généralités qui, d'une certaine façon, plombent la communauté elle-même et bien sûr, l'exposent à ce qui, aujourd'hui, une chose vécue douloureusement par nos compatriotes et nos coreligionnaires, c'est l'islamophobie. L'islamophobie est une réalité maintenant dans la société française et elle la déshonore. Au contraire, là, on peut parler de déshonneur parce que quand on met, il y a d'abord la liberté de culte est reconnue dans la Constitution française et on dirait que les autres cultes sont libres d'être
pratiquer, mais pas le culte musulman, parce que quelque part, on trouve qu'il est dangereux. Dangereux parce que certains l'ont pratiqué. Je voulais dire tout à l'heure, mais je vais aller très rapidement, parce que dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui principalement, il y a une réalité qu'il ne faut pas occulter, qui est certaine, c'est celle de savoir que la France officielle, mais aussi la classe politique française, et peut-être j'élargirai même tous les présidents français, sans aucune exception, se sont servis de l'Algérie précisément comme un repoussoir quand ils ont des problèmes en interne, quand ils ont des problèmes sur la classe politique, l'espace politique international. On se sert de l'Algérie comme un épouvantail. Pour détourner l'attention. Pour détourner l'attention. C'est un dérivatif politique dont ils se servent, j'allais dire, en y abusant. Mais dans ce contexte, en fait, ils ne reconnaissent pas à l'Algérie le droit d'être un pays souverain et indépendant. Et on lui reproche ces positions qui sont claires, qui sont d'ailleurs héritées de notre révolution, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le dialogue comme solution des conflits. Et justement, c'est ces positions qui coûtent cher aujourd'hui à l'Algérie, notamment envers la Palestine, le Sahara occidental ou les causes justes en général. Elle coûte cher parce qu'on veut punir ces pays qui ne veulent pas rentrer dans le rang. Ce n'est pas malheureusement la mode du temps. L'Algérie dit non, il faut encore défendre le droit international. Ben non, le droit international, la France s'aligne sur les positions marocaines dans le problème du Sahara occidental, alors que le droit international est très clair en ce qui concerne le truc. En ce qui concerne la Palestine, c'est la même chose. Et on a parlé tout à l'heure du mandat d'arrêt de contre la Netanyahou CPI et son ministre de la Défense. Et ce sont ces positions qui coûtent à l'Algérie toute cette animosité, cette agressivité, cette hostilité de la classe politique française. Entre-temps, l'Algérie assume ses positions, bien entendu. Bien entendu, on assume nos positions, on y tient, parce qu'on sait d'abord, c'est juste, et parce que c'est le serment que nous avons fait à Mouchouada de défendre nos positions révolutionnaires héritées de novembre. Et pendant ce temps, les plus hauts responsables algériens, à commencer par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, multiplient les appels envers la France en vue de reconnaître aussi les crimes coloniaux commis en Algérie, notamment les essais nucléaires dans le sud. Pourquoi cela agace-t-il autant la France aujourd'hui? Une France qui n'hésite pas pourtant à sanctionner sans preuve d'ailleurs, d'autres pays comme l'Iran quand il s'agit de nucléaire, Badis Renissa. Alors, si vous me permettez, juste rapidement, je rebondis sur la thématique précédente qui est l'islamophobie, Oui. qui pour moi, de mon point de vue, est fondamentale et très importante. Donc, j'aurai quelques éléments de réponse, notamment ou même de complémentarité par rapport à ce qui a été dit justement d'ailleurs. D'abord, ça a été évoqué sur la division des musulmans en France. Il faut comprendre en filigrane et avec une stratégie délibérée notamment, et le vieil adage prend tout son sens notamment, diviser pour mieux régner. Donc cette division, elle est caractérisée, elle est orchestrée, elle est surtout aussi structurée depuis des décennies, puisqu'encore une fois, et là je reviens un peu sur les racines judéo-chrétiennes de la France, revendiquées tant par les politiques notamment de droite et d'extrême droite, mais également par les oligarques aujourd'hui qui, à travers justement des médias streams, des mass médias, essayent de diaboliser notamment non seulement l'islam, mais tous les musulmans, en créant cette confusion d'abord sur la sémantique terrorisme égale islam, islamisme, islamiste. Bref, on s'y perdrait avec tous ces qualificatifs, mais surtout aussi pour diviser notamment les musulmans qui sont français, notamment, de l'autre France. Donc, vous voyez, il y a vraiment une sémantique machiavélique de leur part. Ensuite, il y a aussi la mutation sociétale propre à la France, que je rappelle, qui est l'émergence et la visibilité des musulmans en France. On est aujourd'hui, figurez-vous, vers la 3e, 4e, voire parfois même 5e génération des musulmans en France, et qui aujourd'hui sont visibles, qui sont dans des catégories socio-professionnelles très élevées. Allô, vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez? Très bien. Allô? Nous vous entendons très bien. Alors, très bien. Donc cette catégorie socio-professionnelle aujourd'hui, si vous voulez, prend de la place, encore une fois, prend de l'espace, puisqu'elle occupe non seulement la catégorie professionnelle, mais aussi la catégorie politique. Vous avez aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, à qui veut l'entendre, des maires adjoints, notamment des élus locaux, des élus nationaux musulmans. D'accord? Donc cela, bien évidemment, crée des crispations et des frustrations au sein de cette frange française qui ne veut pas justement d'un islam
au sein de la société française. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve deux éléments. Le premier, c'est quand on a voulu structurer l'islam, on parle de l'islam de France et non pas l'islam en France. Très important dans la sémantique. Deuxièmement aussi, vous avez les actes notamment que signifie condamnables. l'islam de France selon vous? C'est l'islam C'est un islam voulu sous par tutelle. les dirigeants français eux-mêmes? C'est un islam mis sous tutelle, notamment. D'ailleurs, ça a été fait depuis Sarkozy, qui a été mis sous justement les directives et les instructions du ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, c'est pourquoi c'était pas étonnant qu'on n'arrivait pas à trouver de consensus entre les Turcs, entre les Algériens, entre les Marocains, entre les Sénégalais. Donc, c'était voulu justement. Et puis, vous savez, hein, c'est pas à nous qu'on va raconter des bobards, à savoir les négociations officieuses, notamment sur les intérêts des uns et des autres. Mais peut-être aussi aujourd'hui, j'aimerais finir sur ma première idée, sur les actes condamnables aujourd'hui. Figurez-vous que quand il y a un acte antisémite, on appelle ça un acte antisémite clairement. Quand il y a un acte xénophobe ou, xénophobe, pardon, on le qualifie de la même manière. Ou raciste en revanche, court. quand c'est un acte au racisme, en revanche, quand c'est un acte islamophobe, on le relègue à un qualificatif générique qui est le racisme. Donc vous voyez qu'effectivement on a du mal avec cette notion d'islamophobie, puisqu'encore une fois, il y a ce déni sociétal, notamment de la France profonde, avec ses racines judéo-chrétiennes, mais surtout aussi avec cet islam qui, qu'on le veuille ou non, prend de l'émergence, prend de la place, mais surtout aussi prend un poids dans l'équation, je dirais, qu'elle soit politique ou sociétale. En revanche, pour revenir à votre, effectivement, à votre question, oui, l'islam souhaité par notamment les dirigeants depuis des décennies, c'est un islam qui rentre dans le rang, comme ça a été évoqué, qui est mis sous tutelle, qui prend ses instructions de haut lieu, et puis surtout qui est très déconnecté notamment de ses racines origines. Et c'est là où je fais la transition peut-être avec la Grande Mosquée de Paris, puisqu'elle a été évoquée tout à l'heure. La Grande Mosquée de Paris, peut-être à la différence des autres instances, elle a eu l'audace et le courage de prendre la défense notamment des musulmans à travers son recteur qui a eu des positions très courageuses notamment pour arrêter ce massacre, arrêter justement de jeter en pâture les musulmans à tout va sur les médias stream et aussi par un discours déraisonné mais surtout aussi libéré notamment je dirais irresponsables politiques parce qu'ils ne sont pas du tout responsables. Donc, c'est ce qui lui coûte aujourd'hui le fait de faire l'objet notamment des attaques ciblées et qui reflète aussi, et je conclus là-dessus, sur, je dirais, l'obsession pathologique et maladive notamment de cette classe politique extrême et surtout de cette frange, je dirais, de la France profonde judéo-chrétienne, qui voit d'un mauvais œil, encore une fois, l'émergence tant des musulmans et aussi tant d'instances, notamment comme la Grande Mosquée de Paris, qui, encore une fois, fait son travail dans le cadre de ses prérogatives. Très bien. Et permettez-moi, messieurs, de revenir au discours d'Emmanuel Macron devant les diplomates français. Nous retiendrons également cette phrase qui a choqué plus d'un, où il a estimé que des dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France pour son intervention au Sahel, provoquant l'ire des responsables tchadiens, sénégalais ou encore ivoiriens. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Et la classe politique française s'est indignée également après ce discours. LFI de Jean-Luc Mélenchon a réagi. Les propos du président relèvent d'un aveuglement qui confine à la folie et révèlent un paternalisme néocolonial tout bonnement intolérable. De tels propos sont politiquement inconséquents et diplomatiquement totalement irresponsables et fragilisent encore davantage nos relations avec les nations d'Afrique de l'Ouest. Les propos du président Macron à propos du départ prétendument négocié de l'armée française au Sénégal et au Tchad sont démentis par les deux pays. Encore une fois, la désinvolture et les paroles non maîtrisées aggravent les relations internationales de notre pays.
Et c'est d'abord avec vous, Gamal Abina, que nous allons réagir dans un premier temps sur cette phrase choc du président français. L'Afrique revendique fièrement aujourd'hui et sans complexe sa souveraineté, exigeant légitimement le départ des troupes de l'ex-puissance coloniale qui est la France, qui continue visiblement d'agir de la sorte et, en d'autres termes, de se comporter en pays colonisateur et donneur de leçons. Ce départ aurait pu se faire en douceur si ce n'était cette dernière provocation émanant de Paris. Ne pensez-vous pas, Gamal Abina ? C'est difficile de parler de départ en douceur parce qu'un colon, quand il s'installe quelque part, il a du mal à s'en sortir. On voit bien les bases américaines qui sont toujours présentes en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne. Donc en général, une démarche coloniale est une démarche d'un État dominant qui se croit supérieur racialement. Et là, le problème de M. Macron, c'est qu'il a des discours qui sont assez hallucinants dans la mesure où il utilise des termes très condescendants. On ne peut pas dire qu'il y a de la gratitude, il ne peut pas dire qu'il devrait dire remercier. Enfin, c'est ridicule. Il explique aussi, pour justifier l'indépendance française, qu'il n'est même pas d'ailleurs de son propre fruit. Hein. C'est pas lui qui l'a voulu. C'est un fait antérieur. C'était Hollande. Mais enfin, il y a une force coloniale, post-coloniale qui est depuis longtemps. Mais Hollande a envoyé l'opération Serval dans un pays où il prétendait que c'était à la demande du président de l'époque. Sauf que le président de l'époque était insoumis à la France. Son discours était un discours de soumission. Et là, il voudrait faire croire que parce qu'il y a la faveur du coup d'État militaire, on dégage la France, manu militari. Et cette assertion tombe sous le coup de la réalité, en vérité. Il peut dire effectivement ça des pays de l'AES. Il peut dire ça du Mali, où il y a beaucoup de force. Il peut dire ça du Burkina. Il peut dire ça éventuellement du Niger, oui, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il peut le dire du Tchad? Non, puisque le Tchad, il a adoubé le fils de Idriss Déby Itno, qui est aux commandes aujourd'hui, qui est le fruit d'une élection malgré tout. Et surtout, c'est plus important, le Sénégal, qui, il faut le rappeler, est un exemple de démocratie depuis 63 ans aujourd'hui, et qui a demandé le départ des troupes françaises. Pire encore, un des alliés les plus forts de la France, de Hassan Ouattara, je veux dire, la Côte d'Ivoire demande le départ des Français, bon, remplacés par les Américains. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il y a un jeu de chaise musicale entre la tentative américaine de s'installer dans la région, même si elle a été éjectée du Niger, et la tentative française de revenir, soit par des proxys, soit par des pouvoirs qui lui sont favorables, en présence en Afrique, sans pour autant trop les penser. Mais là où M. Macron est pas malin, c'est qu'il aurait pu s'épargner un discours aussi bête. Il était inutile de dire aux Africains, demandez-nous merci. Est-ce que les Africains peuvent demander merci à une France coloniale qui a massacré pendant des décennies? Est-ce que les Africains peuvent demander merci à une France coloniale qui, lorsqu'elle envoie son opération Serval, qui deviendra ensuite jusqu'à Bakuba, les différentes opérations qu'ils ont mises en place, essuie un échec retentissant devant des groupes de djihadistes mal équipés mais tout de même déterminés, devant des groupes séparatistes pour lesquels il n'y avait pas de solution? Est-ce que la France peut être remerciée pour cela? Il faut croire que s'il n'y avait pas eu la France, et bien après la France le déluge, il y aurait eu des États qui se seraient effondrés comme le Mali par exemple. Mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a des groupes radicaux, terroristes, qu'ils ne font pas effectivement dans la dentelle, qu'un État s'effondre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour que ces groupes radicaux puissent l'emporter, il faut le soutien à l'État extérieur. On le voit bien en Syrie. Et donc la maladresse de M. Macron, si c'est une maladresse, on se demande, on a l'impression que c'est un style dans sa façon de parler, eh bien c'est quelque chose qui conduit à effectivement créer des tensions très, très violentes vis-à-vis d'un pays. Je parle même du Tchad. On voit bien que le président tchadien l'a très mal vécu, mais pas seulement. On sait, si j'ai qu'à dire, a très mal vécu les propos de Macron aussi quand il avait reçu à l'époque. Et donc à chaque fois qu'il se déplace, il dit des bêtises, et quand il fait un discours quand même aux ambassadeurs, ou qu'il fait un discours qui est destination de l'expression diplomatique française à l'étranger, eh bien son discours est extrêmement calamiteux. C'est la raison pour laquelle je pose des questions sincèrement sur la personne qui a écrit le discours, est-ce que c'est lui ou est-ce qu'il est conseiller, sur ses conseillers s'il en a, et surtout sur cette façon de partir à chaque fois de façon très hasardeuse sur des terrains extrêmement tendus. Je veux dire, on ne parle pas de pays qui n'ont pas souffert de la barbarie coloniale de cette façon. Il y a d'abord deux éléments importants à rappeler. Le racisme d'État qui a toujours existé, qui a un peu disparu, mais tout de même, et puis la réalité post-coloniale où il y a un néocolonialisme avec le franc CFA, par exemple, qui est présent, avec des Français militaires qui est présent, et avec une sorte de chape comme ça de pont de la France qui conservait ces pays sous tutelle sans développement. Eh bien, cette réalité est une constante. Et tout à l'heure, vous avez fait référence très rapidement à l'islamophobie. Je veux juste dire une chose, l'islamophobie qui ne tombe pas sous le coup de la loi est juste un vulgaire racisme déguisé qui cible essentiellement les Maghrébins. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, les Turcs ne sont pas tellement concernés, les Maliens non plus, les Sénégalais. Donc c'est vraiment une offensive anti-arabe qui est évidente. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'au-delà de cela, la haine raciste qui a présidé à la colonisation a une constante malheureusement qui existe dans certaines sphères, qui est maintenue, parce qu'on considère, et c'est un mot très grave que j'ai entendu plusieurs fois de la part de quelques Français fascistes, que les Africains sont de grands enfants.
que les Arabes sont des voleurs et des fourbes et qu'on ne peut pas composer avec ces populations du Sud qui ne sont pas civilisées. C'est ça qui est dans l'esprit des Occidentaux. Et il se trouve que la France n'a pas compris qu'on n'est plus au XIXe siècle, on n'est plus en fin de XXe siècle, on est dans un siècle nouveau où la seule différence entre un pays développé et sous-développé, c'est l'industrie, mais qu'une fois que ce fossé sera compensé, eh bien, plus personne ne pourra regarder les autres de haut. Et les Africains ont choisi enfin, et c'est une bonne nouvelle, de prendre leur destin en main en choisissant leurs partenaires et en écartant ceux qui posent problème. Très bien, nous allons peut-être prendre l'avis de Ammar Dib. Et pour revenir au départ des troupes françaises d'Afrique, avant le Sénégal, le Tchad et la Côte d'Ivoire, la présence militaire française a été stoppée au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Il y a eu bien entendu l'Algérie en 1962. Pourquoi la France a-t-elle tant de mal à respecter aujourd'hui la souveraineté de ces pays ? Il faut savoir que la France, pendant longtemps, je crois qu'aujourd'hui elle compte 42 ambassadeurs pour 49 pays africains. Elle a, je crois, déployé 6000 soldats à travers l'Afrique. Militairement, elle a fait 52 interventions, je crois, de 1964 à 2014. Et donc pendant longtemps, la France, ça a été le gendarme de l'Afrique. Et si vous voulez, tout ça révèle une grande frustration parce qu'elle ne sera plus jamais le gendarme de l'Afrique. Mais au-delà de ça, pendant longtemps, la France, sur les questions ayant trait à l'Afrique, elle a été l'expert de l'Afrique, aussi bien pour les Nations Unies que pour la communauté européenne, où à chaque fois qu'il y avait un problème sur l'Afrique, on s'adressait à la France en disant « Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez vu ce qui se passe à tel endroit ?» Et donc la France était un peu incontournable pour toutes les questions ayant trait à l'Afrique. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas et ça ne le sera plus jamais. Donc le discours d'Emmanuel Macron et le discours d'un certain nombre de faucons de la droite qui paradent sur les plateaux de chaînes d'information, ça révèle cette grande frustration de ne plus être cette France dominante, cette France gendarme de l'Afrique, cette France qui intervenait, qui décidait pour les Africains depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Et donc une page se tourne. Et c'est très douloureux pour les Français. Donc si vous voulez, ils sont là à subir ça. Et ils ont du mal avec ça. Donc ils voudraient contrecarrer ça, mais ils savent que le cycle de l'histoire, on ne peut pas l'arrêter. Est-ce de la frustration aussi qu'on a pu ressentir un petit peu dans le discours d'Emmanuel Macron ? Le fait de Complètement. perdre du terrain, Complètement. militairement et financièrement aussi, puisqu'on annonce aussi la fin du franc CFA. Complètement, à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est une frustration politique, diplomatique, géopolitique, économique, diplomatique. Et si vous voulez, tout ça fait que ça crée de la douleur, une immense douleur, particulièrement chez un Emmanuel Macron qui, depuis 2017, n'a fait que tirer vers le bas son pays. Sur le plan international, la France n'est que le fantôme de la France, quoi. Et tout le monde, les Français eux-mêmes le constatent. Et donc c'est une grande souffrance pour Emmanuel Macron parce qu'il a raté tellement de choses et c'est un peu le chant du cygne, c'est-à-dire qu'on sent c'est la fin d'un règne, dans 2 ans il ne sera plus là, peut-être même avant, et donc l'héritage de Macron ce sera quoi ? Et dans son discours et dans ses excès verbaux, on sent tout ça, on sent vraiment tout ça. Et je vous rappelle quand même que ça a été quand même le premier président en 2017, alors il était en pleine campagne et tout ça, qui a quand même dit, présent sur le sol algérien, que la guerre d'Algérie avait été un crime contre l'humanité perpétré par les Français. Premier président à dire quelque chose. Alors ça avait fait beaucoup réagir les rédactions à Paris, mais c'est pour vous dire comment ce monsieur-là, en 2 mandats, il a évolué, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, d'où on est parti et où on arrive. Ouais. Et donc c'est l'homme de tous les possibles. Et quand, vous savez, c'est comme un animal blessé. Il est très agressif, il est plus lui-même, quoi. Et je pense qu'Emmanuel Macron, c'est un peu son cas. Très bien. Qu'en pensez-vous, Saïd El-Ayachi ? La France s'accroche-t-elle aujourd'hui, selon vous, à ces anciennes colonies uniquement pour les ressources dont elle regorge ? On pourrait plutôt citer l'exemple du Sahara occidental. Aujourd'hui, on voit le discours de la diplomatie française qui a complètement changé. La France prône aujourd'hui l'autonomie défendue par l'occupant marocain, l'autonomie du Sahara occidental. Or, il s'agit bien d'une question de décolonisation au niveau des plus hautes instances internationales. Est-ce uniquement un but économique que la France change-t-elle de ton aujourd'hui par rapport à ce dossier ?
Pas seulement. Pas seulement, j'y reviendrai tout de suite, mais avant cela, pour compléter ce qui vient d'être dit à propos de l'Afrique, la France est en complet déclassement maintenant avec la perte de l'Afrique, puisqu'elle a été chassée quasiment de tout ce truc, y compris par les dinosaures qui lui étaient acquis, genre Alassane Ouattara et même Paul Biya qui se rebiffe lui-même. Ne parlons pas de la... Il s'agit en Afrique maintenant de l'arrivée d'une nouvelle génération d'hommes politiques et de femmes qui, d'une certaine façon, ne sont plus complexés par la colonisation française. Et la France, quand elle a accordé, comme elle dit, l'indépendance aux colonies africaines, en fait, elle s'est assise pour avoir vraiment le néocolonialisme. Vous avez parlé du franc CFA, et c'est une grande manœuvre néocoloniale vis-à-vis des pays africains. Maintenant qu'elle en est chassée, et le coup de grâce, ça sera la fin du franc CFA, bien entendu, la France maintenant perd de sa superbe, perd de son rang sur le plan international, perd même de sa puissance économique, puisqu'elle parle. Et justement, elle pense par l'indulgence criminelle du Makhzen qui lui permet de revenir dans le jeu, le Maroc maintenant constituant la tête de pont de la France pour l'Afrique, en tout cas c'est le deal qui vient d'être passé par la France, en échange d'être soutenu dans sa proposition d'autonomie. Je voulais ajouter tout à l'heure, si vous le permettez très rapidement, ce qui concerne le gain et ce qu'a dit le président Tebboune à propos de ce crime perpétré par la France coloniale. Le président savait très bien ce qu'il disait, parce que pour la France officielle et pour les Français, pour les intellectuels français, il y a ce qu'on appelle le roman national. L'armée française a une success story ininterrompue de succès, de triomphe, les uns après les autres, et par conséquent, il n'est pas question de venir, d'une certaine façon, perturber cet ordre des choses. Napoléon a été un très grand conquérant. Il est considéré comme étant l'un des plus grands criminels de tous les temps par les Russes, où il a tué plus de 20 millions de personnes. Et évidemment, dans cet ordre d'idées, il ne faut pas que l'Algérie parle des séquelles des essais nucléaires français, encore que nous avons beaucoup de choses à dire et à écrire concernant notre histoire et tous les crimes qui ont été perpétrés par les Bugeaud, Pélissier et consorts. Et le président de la République, permettez-moi de l'ajouter, il a écarté tout débat autour de l'indemnisation. Il parle surtout de reconnaissance des crimes commis et dont souffrent aujourd'hui les peuples de ces régions. Et à relever d'ailleurs, si vous le permettez, que de tous les empires coloniaux, la France est celle qui ne reconnaît pas, qui a un déni du colonialisme. Elle ne reconnaît même pas le concept du colonialisme. Pour elle, elle a fait une œuvre de civilisation, une œuvre civilisationnelle dans les colonies qu'elle a traitées, alors que jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y a quelques rares Français qui le dénoncent. Il y a encore la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui sont des colonies qui demandent, qui sont inscrites au niveau de la 4e Commission des Nations Unies, comme étant des colonies à décoloniser. Et pour vous relancer par rapport au Sahara occidental, certains experts estiment que le plan d'autonomie défendu aujourd'hui par Paris et prôné aussi par son complice, son ancien nouveau complice du marocain, est la goutte qui a fait déborder le vase dans les relations entre Paris et Alger. Est-ce votre avis également? Mais normalement, bien sûr. D'abord, le concept d'autonomie lui-même est un non-sens juridique en ce qui concerne le conflit du Sahara occidental, lorsqu'on sait que le Sahara occidental se trouve à l'extérieur des frontières internationales reconnues du Maroc. On ne donne l'autonomie qu'à une parcelle de terrain qui se trouve à l'intérieur des frontières et pas à l'extérieur. Donc le concept lui-même n'est pas valable. C'est une idée française d'ailleurs, il faut le savoir. Et puis, ce qui a en tout cas, d'une certaine façon, provoqué la colère de nos dirigeants, deux choses. La première, d'abord, c'est l'atteinte au droit international. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a une responsabilité de défendre le droit international, de le protéger. Parce que le droit international est le soubassement des relations internationales. Il garantit la paix et la sécurité dans le monde. Or, la France, en venant s'aligner sur les thèses marocaines, porte atteinte au droit international qui reconnaît aux Sahraouis le droit à l'autodétermination. Et par conséquent, c'est une agression contre le droit international. Et deuxièmement,
en faisant cela, la France vient nourrir le conflit lui-même, qui se trouve aux frontières d'Algérie et qui, si à Dieu ne plaise, peut déborder sur les frontières et d'une certaine façon est en train de menacer la sécurité, la stabilité dans la région, ce dont ne veulent pas nos dirigeants qui ont la responsabilité de la sécurité nationale. Très bien, on me dit qu'il nous reste qu'une poignée de minutes, messieurs. Le temps passe très vite avec vos éclairages. Badis Renissa, peut-on dire aujourd'hui que la France, avec sa politique actuelle, n'a plus sa place en Afrique ? Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur la goutte d'eau, comme vous avez évoqué, notamment sur la déclaration du Sahara occidental. Je pense que ce qui a mis en rogne, pas que l'Algérie, mais plutôt le droit international lui-même et l'instance qui est censée le garantir, à savoir le Conseil de sécurité, c'est ce jeu sournois, notamment ce jeu de double discours, de double langage, notamment de la France, où on avance d'un pas pour reculer de 20. Donc notamment sur, y compris le Sahara occidental, mais d'autres aussi aspects, notamment sur l'Afrique. Donc je pense que ce n'est pas propre à l'Algérie. L'Algérie, bien évidemment, elle est droit dans ses bottes, elle est aussi en cohérence avec ses convictions notamment et ses idéaux diplomatiques quant à justement le soutien des causes justes, y compris le Sahara occidental. Donc c'est un affront plus, non pas que à l'encontre de l'Algérie, mais en contre toute la scène internationale et la communauté internationale. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, et là rapidement j'ouvre une parenthèse sur un passage ou un aveu, je dirais, de Macron dans son discours notamment, sur la qualification du Merzen comme un relais en Afrique. C'est pour vous dire qu'effectivement, il met en exergue la collusion notamment des deux pays, notamment sur leur vision en Afrique, notamment, et surtout sur l'isolement des deux pays. Et c'est là où le vieil adage aussi prend tout son sens, à savoir qui s'assemblent se ressemblent. Donc c'est très important de le dire, puisque aujourd'hui la France n'a plus d'alliés qui soient stratégiques, historiques ou traditionnels, notamment en Afrique. Bien évidemment, c'est tout le contraire qui se passe. Dans cette optique, quelle place, quel avenir pour la France en Afrique ? Aucun, pour la bonne et simple raison que d'ailleurs, avec sa politique actuelle. Ça a mis à nu justement l'échec abyssal de la stratégie, d'abord de la France-Afrique et son accumulation notamment de stratégies de barbouze et autres, mais surtout aussi sous l'ère de Macron, puisque Macron a cru utile et malin de prendre le problème différemment, à savoir s'orienter vers la société civile africaine et non plus vers les dirigeants. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le forum à Marseille qui a justement exclu tous les dirigeants. Sauf que c'est l'arroseur arrosé, puisque ce capital humain africain, cette intelligentsia africaine a des références notamment occidentales, et l'une des références majeures, c'est celle justement de l'indépendance, de l'autonomie, de la souveraineté de l'Afrique, mais surtout du droit et de l'obligation de l'émergence de l'Afrique pour qu'elle soit en corrélation avec ses potentialités. Très bien, nous allons donner la parole à présent à Gamal Abina. Gamal Abina, comment faire comprendre aux nostalgiques de la France coloniale que les pays africains sont aujourd'hui souverains et que leur pays appartient à leur peuple ? Vous savez, c'est difficile d'expliquer à un âne ce que veut dire une équation. Donc là, c'est pareil. Quand vous avez des gens d'extrême droite qui vous parlent, ce sont des ânes qui n'ont pas de réflexion, qui ont un dogmatisme très affiché et qui ne comprendront jamais que c'est pas parce qu'il y a une époque où l'Occident sort, à partir du XVIe siècle, de ses frontières, envahit le monde, massacre des millions d'individus, que cet Occident sera toujours dominant. D'abord parce qu'ils ont réussi à être défaits militairement sur beaucoup de théâtres d'opération. Le Vietnam, on le sait. L'Algérie, évidemment. Récemment, l'Afghanistan, même si je ne suis pas fan des talibans, mais tout de même. L'Irak, ça va de soi. Et donc, l'Occident commence à comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir de l'armement de haute technologie et une avance considérable pour l'emporter. D'abord parce qu'il y a deux éléments qui interviennent. L'armement technologique, eh bien, le retard peut être compensé, mais surtout la détermination des peuples, le courage des peuples, la volonté effectivement farouche de récupérer sa dignité, sa liberté et son indépendance. Et tout ça, c'est les éléments qui ne parlent pas à l'Occident parce qu'à part entre eux où ils se sont fait la guerre longtemps, il n'y a pas vraiment eu de contrôle les uns sur les autres. Il y a eu une petite période nazie qui a duré 4 ans, mais globalement, il n'y a pas eu vraiment de contrôle colonial à proprement parler. Il y a eu quelques territoires conquis, mais ça ne va pas bien loin. Et dans leur explication, ils pensent qu'entre eux, ils peuvent se respecter, en occidentaux, mais par contre qu'on ne doit pas respecter les pays du Sud, parce qu'on les considère comme étant des races inférieures. J'insiste beaucoup sur le caractère racial, parce que ce qui a dominé la relation entre l'Occident et le reste du monde, c'est à partir de l'Espagne de la Reconquista, donc c'est amusant d'ailleurs de penser que Reconquête est une allusion à la Reconquista d'Isabelle la catholique, et bien cette Espagne-là a dit qu'il fallait qualifier les êtres humains
Les Indiens, par exemple, devaient être ou des hommes ou pas des hommes. Enfin, c'était très discuté avec la controverse de Valladolid. Et le racisme religieux puis scientifique est arrivé. Donc ça, c'est une façon de dire, nous, les peuples supérieurement intelligents, technologiquement avancés, les races supérieures en l'occurrence, nous avons le devoir d'éduquer les races inférieures. C'est le discours de Ferry qui avait été donné à l'Assemblée et qui dit beaucoup de choses sur cette relation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Occident perd de vitesse, a du mal à accepter qu'elle n'est plus le centre du monde, puisque c'est 20% de la population, qu'elle n'a pas la confiscation de la haute technologie. Maintenant, les pays sont largement en mesure, ou dépassent parfois l'Occident, mais surtout qu'elle n'a plus les moyens humains et matériels de pouvoir se lancer dans des guerres coloniales. Cette même France, il y a 20 ans, aurait sans doute organisé des expéditions punitives vis-à-vis des pays de l'AES pour qu'il n'y ait pas d'effet de contagion. Maintenant, c'est fini. Alors, comment expliquer à ces gens-là qu'il faut sortir de cette logique-là? Eh bien, on ne leur explique pas. Comme en Algérie, on leur montre par la force le chemin de la sortie. Alors, vous remercierai, Gamal Abina, d'avoir enrichi ce débat depuis Paris, aux côtés de Badis Khanissa également, qui était depuis Paris. Gamal Abina, qui est analyste des questions internationales et politiques. Badis Khanissa est expert en relations internationales. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors, retour au plateau à présent, et nous allons peut-être faire un dernier tour de table, vu qu'il nous reste quelques poignées de secondes pour avoir le dernier mot de Ammar Dib, pardon. Peut-être un dernier mot avant de conclure. Oui, alors moi, ma réflexion, ce serait de dire, à partir de la terre d'Algérie où je suis aujourd'hui, c'est que les musulmans dans le monde entier, nous devons être très fiers de notre religion parce que, notamment, la manière dont nous traite l'Occident en général et ses médias et sa classe politique, particulièrement en France, on peut leur répondre que sur les derniers siècles, l'islam et les musulmans n'ont eu aucune part dans les millions de morts de la colonisation, dans les millions de morts de la ségrégation raciale, dans les millions de morts, 80 millions de morts du communisme, les millions de morts du nazisme, de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième, dans les massacres qu'ont fait les 2 bombes atomiques, Nagasaki et Hiroshima. Et donc, nous n'avons aucune part dans ces massacres et dans ces horreurs. Donc voilà, donc on doit être très fiers de ça et ne pas se laisser accabler comme le font nos détracteurs. Très bien. Merci. Alors, Ammar Dib, vous êtes juge médiateur international à la Cour internationale de médiation et d'arbitrage. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Saïd Ayashi, peut-être un dernier mot avant de nous quitter? Oui, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le mot célèbre du général Giap. Ce sont de mauvais élèves, les Français. Ils n'apprendront jamais de leurs erreurs ni des conseils des autres. Et par conséquent, ce sont des incurables colonialistes. C'est l'esprit colonialiste qui submerge la France. Et vous savez, on n'a pas parlé de la dégradation de la note des agences de notation financière, etc., qui prouve que la France est en perdition. Oui. Mais en face, il y a un pays, l'Algérie, qui a rebouté sur ses constantes et qui défend ses principes. Vaille que vaille, parce que c'est ce que nous ont laissé le Mouchouad. Merci beaucoup, Saïd Ayashi. Je rappellerai à nos téléspectateurs que vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'avoir participé à cette émission, messieurs, qui touche à sa fin d'ailleurs. Je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.